mal de gens qui sont dans des premiers bootcamps, donc il y en a eu trois jusqu'à présent. Et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir ceux qui se sont inscrits ou qui vont s'inscrire au bootcamp 4. Voilà. Eh bien, parfait. Ça fait, ça commence à faire une petite Une communauté, quoi. de dirigeants, une petite troupe, voilà, une bande d'alumni. Exactement. Alors, je voyais une vidéo tout à l'heure d'une nana à Singapour qui disait l'IA était arrivée au moment du IKEA Effect. Est-ce que tu vois ce que c'est le IKEA Effect, Christophe? Euh, je sais pas, c'est que tu comprends pas ce que tu fais. Non. Chef J'ai d'emploi. pensé à ça quand j'ai vu Ah, le truc. franchement, vous Je êtes. me suis dit, le Ikea truc, c'est que l'IA va être sur le point Non, en d'être fait, c'est toi ingérable. qui dois tout construire, IKEA, c'est ça? tu vois que tout le monde a fait ses meubles tout seul, etc. Donc, Ah, tu vas chez C'est IKEA, comme le tu mimétisme, vois, quoi. donc genre tout le monde a utilisé Banana, tout le monde connaît notre bouquet LM, pardon pour ceux qui connaissent pas, voilà, etc. Et du coup, bah, tu vas chez IKEA. Et puis, tu achètes ton meuble aussi, tu vois, comme tout le monde. Et puis, des fois, ouais. tu galères un peu la première fois, mais après, ça passe. Non, c'est vraiment le truc de dire qu'effectivement, on est passé au moment Ikea au niveau du grand public pour les LLM simples, mais qu'on est vraiment très très loin du moment Ikea en B2B dans les entreprises, notamment sur des outils dédiés. Donc le truc est assez rigolo et assez intéressant. Je sais pas si l'image d'Ikea est très parlante, mais voilà, on se met à l'IA parce qu'on a vu d'autres s'y mettre et qu'on a finalement confiance en ces trucs-là, quoi. Ce qui est quand même à Alors double après, il y a tranchant. une partie de l'IKEA Effect, c'est être fier de ce que tu as construit toi-même. Il y a ça aussi. Quelque Effectivement, part, elle est. Tout à fait. Bah, forcément, quand tu fais ta première retouche de Banana, c'est waouh. ben oui, forcément. Allez, on attend encore 2, 3 minutes et puis 33. Dites à 33. 35. Ah bon. À 35. C'est pas des heures Silicon Valley, ça, hein? Non, mais on est à Paris. Enfin, en France, donc du coup, on est On est en obligé veille de de mettre dans. week-end, c'est ça. Non, mais on va faire zen, puisque déjà que le sujet est stressant, Ah non, mais moi, je suis tellement fatigué. On fait ça en 4 minutes, on hein, fait ça en Christophe. 4 minutes. On est C'est ça, épuisé, là. ouais. Mais vous faisiez la sieste avant de venir, donc ça devait aller, Ouais, quoi. tu sais que l'autre fois avec Richard, on a commencé la masterclass par la fin. Pendant que les gens arrivaient, on disait bah, merci beaucoup, c'était vraiment super. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. Ouais. Et c'était très rigolo de voir la tête des gens qui arrivaient en mode quoi, je suis en retard. Voilà. Ça n'a peut-être fait rire que nous, je crois qu'il y en a qui n'ont pas combien pris le truc. Bon, allez, 34, hein, 22 personnes qui nous ont rejoints déjà. On y va doucement. Allez, Euh, vas-y. Christophe, on va pas faire le jeu de te présenter parce qu'en fait, on se connaît depuis très longtemps avec Christophe. On a eu l'occasion de travailler ensemble dans la Silicon Valley sur une startup il y a maintenant 8 ans. Nous étions associés, donc tout ça c'est de l'histoire ancienne, mais ça fait très très longtemps que tu œuvres dans l'innovation, on va dire au sens très large. Et depuis 8 ans, tu as fait 40 000 trucs. Donc je préférerais complètement te passer la main pour que tu nous racontes en 2 mots un tout petit peu, alors peut-être pas toute l'histoire, mais ce qui fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui et surtout ce que tu viens de créer. Ben, tout à fait. Déjà, je suis ravi d'être avec vous. Comme toujours, d'habitude, on se retrouve plutôt autour d'une table avec de belles bouteilles et ainsi de suite. Donc là, vous avez choisi d'inviter du monde, mais on n'a pas les bouteilles, on n'a pas les bons plans, quoi. C'est ça, Non, quoi. ouais, OK. pardon. Mais c'est Mais pour que ce soit encore plus viral, tu vois. la discussion sera un peu la même, parce que souvent, on aborde ces sujets. Après, qu'est-ce que j'ai fait depuis l'épisode que tu viens de mentionner? Alors, juste en termes de contexte, c'est vrai que toute ma carrière, je l'ai faite autour des outils digitaux. J'ai découvert Internet comme j'ai quand même découvert Internet au siècle passé. Je l'ai découvert avant que le web existe, avec les moments clés, c'est lorsque j'ai compris que cette technologie pouvait permettre de connecter les personnes assez facilement. Je crois que la première fois, j'ai eu une discussion avec un étudiant, j'étais fan de baseball à l'époque, j'ai eu une discussion avec un étudiant d'une université, je ne sais pas où, sur la planète, enfin c'était aux États-Unis, et il m'a partagé plein de trucs, et quand j'ai terminé la discussion, j'ai dit, c'est pas possible, ce type, je ne le connais pas, et on a échangé, et il m'a partagé tout ce qu'il avait fait sur le sujet. Donc, je me suis dit que Internet allait quand même bouleverser nos vies, je me suis beaucoup concentré sur l'impact sur le travail.
avec notamment une première expérience côté produit avec Blue Kiwi Software, qui était un réseau social d'entreprise que nous avons créé avec Carlos Diaz. Et là, l'idée, c'était de repenser la façon dont on travaille en interne dans les organisations en reprenant les principes du web, donc les principes sociaux du web. Ça a vécu, on a été racheté par Atos, mais quand même le bilan, c'est que on n'a pas réussi à changer les organisations avec ça. Donc il fallait peut-être voir autre chose. Donc je me suis intéressé au côté humain. Et j'ai beaucoup accompagné des équipes et des dirigeants sur ces pratiques-là. Et mon intention, c'était de se dire, bon, OK, la technologie ne permet pas de transformer les organisations. Peut-être que le côté humain va permettre d'accélérer tout ça. Et la conclusion, c'est que malgré tout, tout ça reste compliqué. Et quand l'IA est arrivée, eh bien, j'ai eu à nouveau envie de faire de la tech avec deux axes de travail. Le premier qui était de la mettre au service des enjeux sociétaux. Parce que malgré tout, cette technologie, alors on l'utilise beaucoup dans un contexte de travail, et on va en parler aujourd'hui, mais il y a peut-être un potentiel pour résoudre des problématiques qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui, souvent par exigence d'économie. Quand je parle d'enjeux sociétaux, ça peut être de l'assistance sociale, des choses comme ça. Et peut-être que via l'IA, on peut résoudre une partie du problème. Donc, une partie de mon activité est liée à cela. C'est-à-dire que j'accompagne ou je suis, enfin, j'œuvre au cœur d'ONG pour concevoir des services avec l'IA, justement pour simplifier ou du moins accélérer cet accompagnement et surtout faire des économies d'échelle. Pour être complètement transparent, ces missions-là sont de plus en plus difficiles à financer. Et là, ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce qu'avec l'IA, on peut passer l'échelle? Euh, bon, peut-être que dans quelques années, je pourrais vous répondre si on a réussi ou pas. Est-ce Pour que tu as un l'instant, exemple ou deux à nous donner de choses concrètes? Parce que c'est vrai qu'on avait parlé de lutter contre l'électronisme à un c'est moment, tu ça. avais quelque chose. Ben, à la limite, c'est le sujet numéro un sur lequel je travaille aujourd'hui. Donc, ben, on a jusqu'à présent, souvent, les personnes qui avaient des difficultés avec le digital étaient accompagnées physiquement par des personnes, quelles que soient les structures, souvent issues du monde associatif. Et quand on prend un peu de recul, ça touche quand même 10 à 15% de la population française, ben, c'est de plus en plus difficile de financer le facteur humain dans cet accompagnement. Donc l'association que j'accompagne fait ça depuis une dizaine d'années maintenant, et là on est en train de lancer un service où l'idée, c'est essayer de proposer un service 100% digital avec un accompagnement hybride, humain plus IA, de manière à permettre à ces populations-là de gagner en autonomie. Alors, il y a souvent un temps quand même en présentiel initialement pour vraiment Mhm. créer la connexion, mais après, tout le reste de l'accompagnement se fait à distance. Et le côté magique qu'on est en train d'explorer, c'est vraiment permettre de réduire les coûts de cet accompagnement en bénéficiant de l'apport de l'IA, en contextualisant au plus les parcours, en permettant au coach d'intervenir que quand c'est nécessaire et faire que l'IA fasse le reste de l'accompagnement. Enfin, on explore tout ça et on le met au service d'initiatives publiques, hein. Il en existe toujours. Il y a encore un peu d'argent qui permet de supporter ces sujets, mais aussi des banques, par exemple, qui font le constat qu'une bonne partie de leur population n'utilise pas les services digitaux qu'ils mettent en œuvre. Et donc, on les accompagne en proposant une démarche un peu différente que celle qu'elles feraient en direct si elles avaient accompagné leurs clients. Ok. Donc ça fait partie des Effectivement, sujets. Puis l'autre sujet, mais on le verra rapidement, ça touchait au départ comment accompagner les personnes chez elles. Alors ça peut être des personnes enfin, voilà, qui subissent une maladie ou qui les a isolées de leur famille. Et c'est d'explorer, alors sans nommer les maladies, hein, mais l'idée c'est de voir comment on peut créer une nouvelle forme de présence auprès de ces personnes-là.
Et c'est ça qui m'a amené aussi à regarder ce qu'on pouvait faire avec des robots sociaux simples, et d'où celui qui est connecté quelque part dans les vignettes, mais qu'on regardera en fin de séance. Yes, Voilà, je suis un peu merci. parti dans tous les sens. Je ne sais pas si Non, c'était mais clair, mais toujours est-il que j'essaye de mettre l'IA au service d'enjeux sociaux, pour faire simple. Et en marge de ça, j'accompagne aussi des équipes parce que ça a toujours été mon intérêt depuis le début. Et c'est ces sujets-là que je vais partager avec vous. alors oui, effectivement, tu le disais en intro, nous, on a l'habitude de se voir et de débattre pas mal, et ça c'est plutôt à chaque fois Ouais. assez passionnant. Là, j'avais envie de réagir, enfin, de te faire réagir sur un sujet qui, moi, j'avais un peu l'impression il y a quelques semaines d'être un peu toute seule en me disant, mais ok, l'IA allège, enfin, me permet d'accélérer, etc., des tâches. Là, on voit avec l'arrivée de OpenClaw, de Claude Cowork, on peut automatiser presque jusqu'à 80% de certaines choses. Et donc, on a des journées qui finalement, soit on décide de moins les remplir et de faire plus de sport, soit on décide de les remplir avec plus de choses. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on a tendance à aller chercher plus. Et moi, je trouvais que c'était des journées qui devenaient moins intéressantes parfois intellectuellement, parce que quand tu réponds à Claude 47 fois, bah, c'est pas, voilà. Avec beaucoup, beaucoup de choses à relire, etc. Et puis finalement, une sorte d'épuisement et une sensation, au-delà de la fatigue, tu sais, des fois, quand tu sors d'une grosse journée, avant, on faisait beaucoup d'intelligence collective, tu sens qu'il y a un côté d'achèvement de mission accomplie, où tu te sens plutôt content mais fatigué. Oui, là, il y a un Et truc avec l'IA, il y a un côté un peu vide à la fin de jamais la journée, achevé. où même si, tu vois, je me force à noter tout ce que j'ai réussi à accomplir dans la journée, en vrai, c'est ouf, mais j'ai pas cette sensation d'avoir fait un truc ouf. Voilà. Donc, est-ce que je suis normale, Christophe, ou pas? Alors déjà, comment dire, tu incarnes des sujets qui ont été euh, enfin, qui ont fait l'objet de plusieurs articles depuis le début de l'année. Alors, vous les avez peut-être lus ou peut-être vus passer sur LinkedIn. Certains ont été d'ailleurs partagés par Elodie, si vous êtes abonné à ces différentes publications. Euh, Ben, t'es comme beaucoup, tous ceux qui sont un peu tombés, on va dire, assez fortement dans l'IA, ressentent cela. Et il y a un article qui a un peu déclenché tout ça il y a quelques semaines maintenant, issu de la Harvard Business Review. Et le titre, c'était clairement, est-ce que, enfin, ouais, c'était AI doesn't reduce work, it intensifies it. Alors, en bon français, c'est que l'IA ne réduit pas le travail, il l'intensifie. Et clairement, elle l'intensifie, pardon. Et clairement, c'est un petit peu le constat qui est partagé aujourd'hui par beaucoup d'acteurs. Donc, ça a été déclencheur de beaucoup de discussions, d'échanges, et peut-être que ça a révélé ce que ressentaient beaucoup d'acteurs au cœur de ces sujets-là. Alors, je ne vais pas vous résumer complètement l'article, hein, mais qu'est-ce qu'on apprenait au travers de cet article? C'est que finalement, l'IA telle qu'on l'utilise aujourd'hui ne réduit pas vraiment le travail, mais le rend plus dense, plus rapide et plus envahissant. Donc ça fait complètement écho à ce que tu viens de nous partager, Elodie. Ouais, Ils comment on avaient peut en faire plus? Parce que moi, en fait, j'en parlais pas parce que j'avais l'impression que c'était, tu vois, un peu un biais que j'avais moi. C'est, si j'ai plus de temps, du coup, je dois en faire plus. Mais j'étais persuadée, en fait, d'être un peu la seule. C'est-à-dire que moi, je vois des gens, ils vont automatiser, en attendant, ils font autre chose que Ouais, alors travailler. après, ce qui est sûr, c'est que là, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est difficile de généraliser parce que on a tous une relation différente par rapport à l'IA pour plein de raisons. Déjà, c'est notre contexte personnel, contexte professionnel qui est forcément différent. Honnêtement, utiliser l'IA aujourd'hui dans un grand groupe et utiliser l'IA quand on est solopreneur, c'est pas la même chose. Il y a la dynamique n'est pas la même, le contexte n'est pas la même et le besoin n'est pas le même. Et encore plus si on est solopreneur sur le sujet de l'IA, ce qui est votre cas, eh bien là, on se retrouve vraiment à subir complètement cette accélération, la masse d'informations à digérer, tout ce qu'il faut, euh, enfin, tout ce qu'il est nécessaire de s'approprier pour bien assurer le service qu'on souhaite proposer. Euh, Humainement, c'est pas simple.
Donc ça en rajoute une couche, quoi, quelque part. Donc peut-être qu'autour de toi, certains n'ont pas l'impression de subir l'IA, mais tout dépend de leur contexte. Donc effectivement, il y a plein de variétés. Mais est-ce que... Et puis, ouais, après, Christophe, juste parce qu'on avait partagé une infographie dans Ascomsol où il y avait le nombre de gens qui existent sur la planète qui étaient représentés par plein de petits carrés gris. Et je crois qu'il y oui. en avait genre, On est ouais, je parmi crois. les 0,04% de la population à faire tout ce qu'on fait avec l'IA aujourd'hui, Voilà, c'est-à-dire donc aller jusqu'à l'automatisation. On est 0,4% sur la planète à utiliser des versions payantes de LLM et on est à peu près 1 milliard à avoir touché de près ou de loin de l'IA, mais parfois sans même le savoir. C'est quand on est en train de choisir sa playlist sur Spotify, etc. Donc ça fait 1 milliard sur 1 milliard tout shot de l'IA. Ça fait 40 millions, 30, 40, 50 millions de personnes qui utilisent de façon régulière des versions payantes de plusieurs Ouais. IA. Et donc on là, on est parle de 10 millions de très très personnes peu, qui on est sont fatiguées, hein. 3-4 millions de personnes qui sont en épuisement total. Voilà. Mais je rétropédale tout de suite un tout petit peu. On a quand même une promesse avec l'IA de productivité. Alors, on va pas revenir sur tous les autres impacts que ça a, mais est-ce que c'est ça qui est remis en cause? Et effectivement, je fais encore pas de généralité, mais quelqu'un qui est même en entreprise aujourd'hui et qui va au fond des choses avec l'IA, effectivement, il va se retrouver en 5 minutes à avoir 10 fois plus de choses à relire, à revoir, etc. Donc, la surabondance de création liée à l'IA, etc., tout ça transforme quand même euh, complètement notre lien au travail. Cette promesse de productivité, elle est donc en train d'un peu s'effacer ou pas? Mais alors, déjà, je trouve que ça a toujours été une fausse promesse, parce que déjà, même sans l'IA, c'est difficile de définir ce que ça veut dire être productif. Et c'est difficile à mesurer. Donc après, quand on se dit, ah ben avec l'IA, je vais l'être un peu plus, ben là, honnêtement, on se tire un peu une balle dans le pied. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'IA, on se retrouve à faire beaucoup plus de choses qu'on n'était pas en capacité de faire. On répond plus vite. Mais est-ce que tout ça, c'est pour mieux faire? C'est la vraie question. Et clairement, ce que pointait l'étude, j'avais quand même envie de m'appuyer là-dessus pour démarrer, c'est que le fait de pouvoir faire plus, en gros, il y a une vraie extension des tâches, quoi. Aujourd'hui, on fait euh, oui, on fait des tâches, on exécute comment dire, on a des compétences qu'on n'avait pas avant, parce que c'est l'IA qui nous les a données. Mais quelque part, est-ce que ça nous aide à être mieux concentrés, à valoriser notre travail, à être satisfait de notre journée au final? Pas sûr, parce que c'est justement, on est un peu en bordure de notre expertise, donc on est dans l'illusion de bien faire. Donc si on a vraiment un facteur qui veut que la qualité prime, je veux dire, dans l'exécution de nos tâches, justement, là, on est en bordure et c'est ça qui crée une partie du malaise. C'est qu'on a l'impression d'être très bon, mais quelque part, on n'est pas conscient de ce que ça veut dire être très bon sur ces tâches qu'on ne maîtrise pas. Il y a un autre sujet autour des frontières assez floues. On a beaucoup parlé de la difficulté de séparer le travail du perso après le Covid et avec l'extension du télétravail et puis l'extension de notre capacité à travailler de n'importe où. Mais en fait, avec l'IA, c'est un facteur supplémentaire puisque avec l'IA, on a l'impression de pouvoir travailler tout le temps. Il suffit de faire un prompt, de mobiliser un agent et ainsi de suite, et hop, il y a une partie du travail qui est fait. Mais quelque part, comme c'est notre travail, ou du moins c'est la responsabilité qu'on porte, à un moment, il va falloir relire tout ça. Et si c'est pas un agent autonome, mais si c'est un assistant, eh bien, il va falloir interagir, rebondir, ainsi de suite. Donc, les exemples qui étaient pris, qui étaient assez intéressants, parce qu'on l'a tous vécu, quoi, au détour on fait la queue en train de faire les courses, ou même on est en train de déjeuner, on a une idée, on prompte, et puis on se dit, oh, ben super, comme ça j'ai avancé, quoi, dans ma journée. C'est l'IA qui travaille pour moi. Mais quelque part, si on en fait trop, si c'est mesuré et bien réfléchi, il n'y a pas de problème, et ça va être une partie des conclusions de notre échange. Mais si on en fait trop, eh bien, ça ne fait que accentuer notre charge mentale, parce que tout cela, ben, ça nourrit une case de notre cerveau quelque part. Donc, c'est cela qu'on est en train de subir aujourd'hui, quoi. On est vraiment dans cette espèce de multitâche accrue, quoi.
Il y a aussi un point, c'est on travaille plus du tout de la même façon. Donc ça quand même demande. Enfin, moi j'ai l'impression qu'à chaque vague de nouveautés, tu vois, si on prend Claude Cowork par exemple, j'ai eu l'impression de devoir complètement réinventer ma façon de travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de copier-coller au final, hein, Donc tu vas me dire, bah, enlever les copier-coller, c'est pas tant ça. Mais du coup, tu peux lancer plusieurs tâches en parallèle. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler à fond sur un sujet comme on pouvait le faire avant, tu peux en lancer 3, 4, 5, 6. Et donc, ça change aussi enfin, pour le coup, on rentre dans du multitasking plus, quoi. Ouais. De, de... Et il y a aussi ça, c'est que même si on n'en fait pas trop et qu'au final, on en fait. Moi, je me suis forcée à faire 2 heures de cowork le matin, tu vois, genre 6-8, et puis le soir, et la journée, le couper, parce que sinon, en fait, j'ai l'impression d'être complètement déjà happée par tout ce que je pourrais faire grâce à lui et puis aussi, happé par toutes les validations qu'il faut donner, les vérifications, et tu n'as plus de temps de deep focus, en fait, tu vois. Et Ouais, justement, que- c'est quoi les symptômes de tout ça, en fait? Parce que tu parles de la photographie, mais qu'est-ce qui ressort? ce que tu ressens, enfin, si je reprends cet exemple de l'étude, mais il y a une autre étude, alors j'ai l'impression que la Harvard Business Review s'est fait un plaisir cette année de nous envoyer un article par semaine sur le sujet, parce qu'il y en a une autre que tu as relayée récemment, Elodie, là, autour du brain fry. Enfin, honnêtement, le stress, la fatigue mentale et même des risques de burn-out font partie des symptômes qu'on a autour de ça, hein. L'espèce de promesse de se dire on va travailler moins et on va libérer du temps et on va profiter de ce temps pour faire des choses qui nous font plaisir, eh bien on est en train de le perdre parce que, alors, à chaque fois qu'il y a eu une technologie qui est arrivée, il y a eu toujours, c'est en fait l'espèce de courbe inversée, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'acquisition qui est très fort et pendant ce temps-là, on a l'impression de perdre en efficacité, quoi. Ouais. Et donc là, c'est un peu la même chose, mais sauf que c'est tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, on a l'impression de perdre en efficacité parce que on veut comprendre et le nouveau modèle et le nouvel outil, et ainsi de suite. Après, alors là-dessus, moi, je veux provoquer personne, hein. Mais en fait, c'est nous qui décidons de faire ça, hein. C'est pas l'IA qui nous l'impose, hein. À la limite, Cowork, ben, c'est très bien, mais on peut se dire, ben, je le testerai plus tard, quoi. Je vais continuer à bénéficier de ce que j'ai compris, de ce que j'arrive à maîtriser. Cette espèce de course à maîtriser la dernière avancée proposée par les éditeurs d'IA, ben, on en est seul responsable. Donc, Il n'y a pas un côté addiction. Je me rappelle de ce ouais, documentaire, tu sais, derrière nos écrans de fumée, où ils expliquaient que les TikTok, les Instagram, Facebook étaient quand même montés par des neuroscientifiques pour vraiment faire en sorte que tu lâches jamais le truc. Est-ce que là, aujourd'hui, on parle un peu de guerre cognitive hein, sur toutes les sorties IA, etc. C'est-à-dire que si tu veux clairement, essayer de quoi. faire clair, en vrai, c'est impossible. Est-ce qu'au Il y a une, final, on ne fait pas une addiction un petit peu à l'utilisation, au test, il à y a la nouveauté? Ouais, c'est ça. Enfin, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Certains euh, lisent ça, enfin, par analogie à la slot machine, quoi, au casino, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement simple et puis on a envie de jouer plus longtemps. On a envie d'interpeller les modèles sur des questions complètement farfelues. Et en fait, on est dans une espèce de grand jeu virtuel. Euh, et sauf que au départ, on le voulait peut-être pour l'utiliser pour des tâches professionnelles et on se fait complètement happer par le truc, quoi. Mais honnêtement, c'est à nous de maîtriser ça. Je dis pas que c'est facile, mais c'est à nous de maîtriser ça. Finalement, on a fait. Moi, je me souviens, il y a 2, 3 ans, j'avais participé un- un forum AI for Good, là, organisé par l'ONU à Genève. Et il y avait, alors j'ai perdu son nom, justement, c'est l'auteur du documentaire que tu évoquais là, Derrière euh, nos... tu sais, sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, derrière nos écrans de fumée. Ouais, c'est ça. Et J'ai il faisait une retrouvé, ouais. analogie avec, il disait, ouais, bah, voilà, les réseaux sociaux, quand ils sont arrivés, on a dit, ah, c'est génial, ça va connecter tout le monde, on va apprendre des trucs, enfin bon, super. Et puis, quand on regarde maintenant, on est dans une addiction avec des dérives pas possibles, ainsi de suite, au point de vouloir l'interdire aux adolescents. Euh, il disait, ben alors aujourd'hui, on dit ça de l'IA, et qu'est-ce qu'on dira dans 2, 3 ans?
Et sur le coup, je disais, ouais, c'est un peu tordu. Comme toujours, tu recycles tes anciens slides et puis tu. Et finalement, il n'avait pas complètement tort. Parce que quand on relit ce qu'on disait des réseaux sociaux à l'époque et quand on lit ce qu'on dit de l'IA aujourd'hui en termes de Mm. promesses et bénéfices, et ben oui, et l'addiction, elle est à peu près la même, mais avec vraiment un facteur accélérateur. Et derrière l'addiction, il y a aussi enfin, il y a une vraie dépendance. Enfin, je pense que vous êtes peut-être nombreux aujourd'hui à ne pas vraiment pouvoir, enfin, avoir une espèce de réflexe de demander à ChatGPT. Et ça, c'est pareil, enfin, il faut lutter contre ça, parce que c'est ça qui va nous perdre, quoi, quelque part. Donc, il faut trouver cette espèce d'équilibre. Moi, j'adore cette technologie-là, j'adore tester des nouveaux trucs, mais je suis sorti de la course de faut que je teste le dernier, parce que pareil, hein, dans ce que vous proposez, Elodie et Nash, il y a aussi cette promesse-là de donner les compétences aux leaders que vous accompagnez, enfin, en limite, de les aider à capter le bénéfice du dernier outil, et ainsi de suite. Donc, vous êtes mis la barre très haut. Moi, je peux me permettre de ne pas tout tester, mais clairement, ça, c'est de notre ressort, hein. L'IA, il y est pour rien. C'est nous qui décidons de suivre toutes les sorties et de jouer avec, quoi. Mais, Alors, est-ce que tu as et- regardé, parce qu'on... Oui, pardon. pardon. Vas-y, Non, je je dis t'en dans prie. les organisations, parce que bon, là, on parle effectivement d'utiliser l'IA, et comme disait Nage tout à l'heure dans tes chiffres, on reste une toute petite minorité dans le monde. La majorité des dirigeants qui sont dans les organisations aujourd'hui ont Copilote. Alors, même si Copilote a annoncé hier accueillir Claude en plus, et donc on espère que Copilote va être un peu moins con. Ça reste quand même, enfin, je le vois moi pour les dirigeants que j'accompagne, hyper difficile d'être limité dans sa boîte, d'avoir cette obligation finalement de sécuriser tes data, et donc de connaître potentiellement le potentiel de ce que tu pourrais faire plus vite, mais de pas le faire. Parfois de faire de la shadow AI et pas de se sentir hyper bien. De façon un peu vulgaire, les gens ont un peu plus entre deux chaises quand ils ont compris. Ça aussi, ça a une fatigue. Ben, oui, enfin, clairement. Alors, il y a deux choses, en fait, je trouve, là, dès qu'on parle de Copilot, enfin de Microsoft Copilot, c'est vrai là, on parle des grandes organisations qui ont fait le choix d'aller vers les solutions de Microsoft parce qu'elles avaient déjà tout le stack Microsoft et parce que ça rassurait la DSI et que la promesse de Microsoft au-dessus de celle de OpenAI était plus que séduisante parce que ça garantissait la sécurité, et ainsi de suite. Sauf que l'implémentation est pas au rendez-vous. Et donc là, il y a ce qui s'ajoute à la fatigue, c'est l'espèce d'injonction à utiliser l'IA, parce que tout le monde en parle et tout le monde trouve ça formidable, alors que l'outil qu'on utilise au quotidien est pas au rendez-vous. Donc, il y a, quelque part, là, on est un peu perdu, quoi. Donc, des fois, peut-être qu'on fait plus d'efforts à essayer de bien l'utiliser et l'outil n'y est pas, quoi. Mais l'article que tu as partagé dans la semaine, là, sur le Brain Fry, euh, il était assez révélateur. Enfin, alors là, pour le coup, c'était une étude, c'était une enquête du BCG sur 1500 personnes. Et finalement, c'était tout ce qui était supervision de l'IA. Et donc, sur Microsoft Copilot, c'est pire qu'ailleurs, parce que la performance n'étant pas au rendez-vous. Donc, cette espèce de constat que on l'utilise, et puis au final, le résultat n'est pas bon. Euh, Parce il y a ça aussi, finalement, là, on arrive à faire quelque chose en quelques secondes, voire quelques minutes, mais par contre, on va passer 20 minutes à vérifier si c'est bon, à ajuster, et ainsi de suite, quoi. Donc, au final, le gain, des fois, enfin, on l'a tous vécu pour des tâches hyper simples, genre un mail ou un truc comme ça. Je pense que si on s'était bien concentré, on aurait fait le mail tout de suite. Ben, ça nous économisait un agacement auprès d'un assistant, quel qu'il soit, et puis peut-être que la planète nous aurait dit merci. Mais je crois qu'il va falloir, enfin, dans l'équilibre qu'il faut qu'on retrouve, et ça fait partie des fois dans certains accompagnements, j'aime à poser cette question, c'est avant d'utiliser l'IA, se poser la question de est-ce qu'on en a vraiment besoin, quoi? Est-ce qu'on peut pas faire autrement, et ainsi de suite. Et si on veut l'utiliser, ben, être sûr de bien l'utiliser. Et c'est pas forcément une question de modèle, là, pour le coup. Alors,
excepté Copilote, hein, c'est pas de bol quand on a Copilote, mais si on peut utiliser autre chose, je pense qu'on peut très bien s'en sortir avec ChatGPT, Claude ou Gemini sur l'essentiel des tâches. Après, quand on va sur un usage un peu avancé, c'est peut-être plus discutable, mais ouais, je trouve que dans un contexte de grande organisation, une partie de la frustration est aussi liée aux outils qu'on nous impose, quoi. Et l'image du temps perdu à se dire j'ai utilisé l'IA, mais finalement je suis pas satisfait, il faut que je reprenne et ainsi de suite. Je pense qu'il faut pas. Enfin, c'est une vraie réalité là aussi, quoi. Dans Et la. si on ajoute le côté très peu interactionnel, je sais pas comment dire ça, c'est pas participatif, l'IA, t'as ton propre outil, tu fais ton truc dans ton coin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté très, je me crée mes nouveaux partenaires de jeu qui sont en fait des IA, sans pouvoir partager tout, en tout cas pas mes prompts, mes trucs, mes outils, enfin très peu de choses sont participatives et efficaces, enfin, collectives et efficaces. Est-ce qu'il n'y a pas non plus ce côté un peu genre, on a créé des outils individualistes qui renforcent encore ce côté, Clairement. Bah, déjà, le collectif, il est un peu en difficulté hein, dans notre société, hein. Pas que dans les organisations, hein. Donc, et l'IA n'a fait que accentuer ça, quoi. Ça vient Aujourd'hui, répondre peut-être à ce besoin d'être seul, enfin, ou en tout cas de moins interagir avec des humains, hein. Parce que ah ben, finalement, la clé est un peu dans ce sens-là. enfin, alors là, il y a des études, j'en ai pas une en tête là tout de suite, mais qui révèle bien que on a plus vite, on va préférer. Alors, c'était déjà le cas avec Google à l'époque, hein, on avait plutôt envie de demander à Google que utiliser le moteur de recherche de l'intranet. Mais là, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de demander aux collègues un coup de main, on va d'abord demander à ChatGPT ou à Copilot si on n'a vraiment pas de chance, mais on va utiliser l'IA pour chercher la réponse qu'habituellement on cherchait auprès de nos collègues. Donc le collectif en prend un coup, là, clairement. ouais. Et, euh, et après, les relations aussi, elles sont aussi affectées dans quelque chose que vous avez tous sûrement vécu, c'est recevoir un doc Word, si on peut quand même citer Microsoft des fois, mais d'une vingtaine de pages entièrement générées par l'IA, envoyées par un collègue, et il faut le relire. Lu par une IA. Tu Et sais il que faut c'est pas mal. oui, après, bon, on va le résumer, on va trouver comment le traiter, mais étant manager, par exemple, enfin, situation de management, on se retrouve à relire du travail qui a été fait par quelqu'un de son équipe via l'IA, sans forcément une vraie transparence sur cela, mais même si on le ressent, ben ça joue sur la confiance des relations aussi. Donc on parlait d'isolement tout à l'heure, ou de je vais faire tout seul, je vais arrêter de mobiliser mes collègues. Donc il y a une espèce de je deviens un super-héros avec l'IA, mais quelque part il y a aussi le côté je suis manager et je me retrouve à valider tout le travail qui a été fait par mon équipe avec l'IA. Et ça aussi c'est, ça crée de la charge mentale et c'est très inconfortable parce que quand on constate et que ça a été fait avec l'IA et que c'est pas satisfaisant, eh bien, on se retrouve à porter une espèce de responsabilité du travail de l'équipe, mais on subit un travail qui a été mal fait. C'est pas que l'IA, une fois de plus, hein. Je crois que tous ces défauts-là participent du couple humain plus IA, mais quelque part, ça joue au défaut de confiance qu'il y a dans le collectif, quoi. Donc, Christophe, il y a Laurent qui dit dans le chat, si tu mets en place un système qui permet de savoir ce que les collègues demandent au LLM et que tu fais des points d'échange sur les pratiques bonnes ou mauvaises. Bon, après, avant que je te laisse regarder ce que je tape dans mon LLM, moi, il y a de la marre. Non, mais c'est voilà. pas ça. Non, mais C'est une vraie bonne question. C'est comment est-ce que tu Tiens. réintroduis du collectif, quoi. ben, clairement, alors, si on peut peut-être se donner un peu de temps, parce que le temps avance vite, mais sortir des constats sur ce qui est mal vécu aujourd'hui par un mauvais usage de l'IA, on va dire, et, euh, et se dire, mais qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à côté? Puis et après, j'irai plus sur une proposition de réponse, mais je crois que faut pas se mentir, hein. Là, on me dit on parle de l'impact de l'IA, mais quelque part, ce qui était cassé, c'était le travail, hein. Et c'est le travail en lui-même, il est toujours cassé, quoi. Le travail dans les organisations. Alors,
Je ne vais pas me reconnecter à tous les courants autour de l'entreprise libérée et ainsi de suite, mais c'est vrai que dans les structures très pyramidales, verticales, ben, l'IA a du mal à se diffuser et l'adoption n'est pas, enfin, n'est pas réussie quelque part, les bénéfices ne sont pas au rendez-vous, alors que dans une organisation plus horizontale, souvent plus petite, là, ça fonctionne mieux parce que finalement le salarié il est plus autonome, y compris dans le choix de ses outils ou dans le choix du comment il va faire son travail, quoi, quelque part. Et il y a une confiance dans les relations qui fait que bah, déjà, peut-être que le manager va avoir spontanément partagé son usage de l'IA à ses collaborateurs et en montrant l'exemple de manière à ce que les collaborateurs soient aussi transparents sur leurs usages de l'IA et ainsi de suite. Donc, dans ces organisations très horizontales, ce niveau de transparence, ce niveau de collaboration et cette envie de réussir en collectif, elle existe. Dans les structures très verticales et très pyramidales, là, c'est là où on va voir le shadow AI, c'est là où on va voir j'essaye de devenir un super-héros avec tous les outils que j'ai, tous ces comportements-là qui vont un peu casser la logique et qui font qu'au final, on, on perd en efficacité. Alors pour ceux qui sont un peu curieux des dynamiques de groupe. Il y avait des travaux qu'on cite souvent, alors qu'ils sont des fois questionnés, mais de Patrick Lencioni sur les modèles d'efficacité collective. Alors lui, il avait défini une pyramide, hein, c'est pas la fausse pyramide de Maslow, mais en disant qu'il y avait vraiment une équipe ou une organisation qui dysfonctionne, eh bien, il y a plusieurs couches, quoi, vraiment comme une pyramide, hein. Le seuil, c'est l'absence de confiance, quoi. Les membres de l'équipe qui hésitent à se montrer vulnérables, à partager librement, à admettre leurs erreurs ou demander de l'aide. Ben, déjà, à la base, si on a ça, c'est difficile d'être efficace. La peur du conflit, parce que finalement, le conflit, il est avant tout constructif, hein. Si on a les bonnes discussions au bon moment, il n'y a que comme ça qu'une équipe peut se développer. Le manque d'engagement, ainsi de suite. Enfin, en gros, il y a 5 niveaux. Mais en gros, les niveaux se nourrissent les uns les autres. Eh bien, on rajoute l'IA là-dedans, on fait tout exploser. C'est-à-dire que, effectivement, l'absence de confiance, si les membres de l'équipe utilisent l'IA sans forcément le dire et qu'on se retrouve à le ressentir, on se dit, mais finalement, tu as utilisé l'IA et puis le collègue veut pas l'admettre parce qu'il va se sentir dévalorisé et tout, ben, ça y est, on a le seuil sur la confiance, il n'est pas atteint. Donc, en fait, on explose les modèles d'efficacité collective qu'on a peut-être réussi à construire avec une IA mal utilisée ou du moins dans une culture qui ne permette pas de bien l'utiliser. Donc là, on parle de gens effectivement qui utilisent l'IA, qui utilisent Shadow AI. Il y en a aussi qui refusent de l'utiliser, hein, dans des organisations où c'est mis à disposition et pour l'instant, on n'oblige pas les gens à utiliser et donc ils continuent à l'ancienne. On voit qu'il y a quand même, et merci les médias pour ça, hein, une peur de dire, et même nous, on se fait peur parfois, on parle de à moment quand on teste des choses et qu'on voit que bah, ce qu'on faisait avant à la main est complètement automatisé et que finalement, bah, euh, oui, je sais pas, notre ego, quelque part, on prend un petit coup quand même. On avait lancé dans Ask and Solve une question, bah, ok, si on automatise tout dans notre job aujourd'hui devant un ordinateur, comment on se réinvente en tant qu'humain avec des métiers qui vont rester humains? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens dans les organisations, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une peur de qu'est-ce que je vais devenir. Alors cette peur, elle est parfois, je vais tester à outrance ou au contraire, je vais pas du tout y aller, je vais résister. Mais ça doit pas être agréable de vivre en sachant que potentiellement on va disparaître sans vraiment comprendre comment ni pourquoi. Ben, c'est une vraie réalité. Moi, enfin, dans mes accompagnements, j'essaye d'imposer systématiquement un temps de dialogue, un temps d'échange, où on peut au moins poser sur la table toutes les angoisses ou les questions qu'on se pose autour de l'IA. Alors c'est des ateliers d'une heure et demie. J'essaye de faire que ça soit 10 12 personnes pour qu'on puisse vraiment discuter. Donc c'est vrai qu'au début, on faisait un peu aussi des démos pour montrer ce que c'était réellement, mais le cœur de l'atelier, c'était sur les risques, les bénéfices et ainsi de suite, et pour bien mesurer, et puis pour surtout permettre à chacun d'en parler. Et donc ceux qui rejetaient un peu l'IA, au moins qu'ils puissent le dire.
Et ce que j'aime bien, mais qui est rarement suivi, c'est que l'administration, enfin l'organisation qui porte, euh, l'entreprise qui emploie ce groupe de personnes que j'accompagne, se positionne par rapport aussi à l'IA. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnements ou de formations qui sont faites sans qu'on connaisse réellement l'intention de l'organisation derrière tout ça. Parce qu'avec tous les discours qu'on a, les trois quarts des organisations se disent, OK, on va réduire la masse salariale. Bien sûr. Donc, euh, faire ça, enfin, l'annoncer, ou du moins refuser d'en parler, ou refuser d'avoir cet échange-là avec les collaborateurs actuels et leur demander d'utiliser l'IA, ben, c'est hyper dangereux. C'est ça qui accélère l'usage enfin, le shadow AI et ainsi de suite. Et tout ce qu'on vient d'évoquer ne font que se développer dans ce type d'organisation. Donc, il faut être très clair sur l'intention. Et puis, ce temps de dialogue, ben, il permet et de rassurer et de montrer que quelque part, l'entreprise est consciente de ça et accepte de donner du temps pour qu'on en parle. Après, bon, si elle s'assoit dessus, les conclusions de la discussion ou les questions qui sont restées sans réponse, bon, ben, elle a tout faux, quoi. Mais il faut accepter ça. Honnêtement, le niveau de bouleversement de l'IA aujourd'hui, si l'organisation ne donne pas du temps à chacun pour se former et pour essayer de voir comment l'IA peut être bénéfique pour son usage personnel, mais aussi pour le collectif, si elle ne donne pas de temps, si elle n'est pas claire sur les intentions, eh bien, on va dans le mur, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si elle veut vraiment réussir quelque chose, il faut accepter ça. Parce que quelque part, le collaborateur, hein, ses besoins sont toujours les mêmes, hein. Il veut être reconnu pour son travail, il a besoin d'être, que ses compétences soient valorisées, il a besoin de servir à quelque chose. Ça, il y a plein de modèles autour de ça, hein. Et avec l'IA, tout est bousculé, quoi. Parce que finalement, si l'IA travaille à ma place, qui je suis, quoi. Si j'ai joué avec ChatGPT toute la nuit, j'ai trouvé une super façon de faire mon travail, et si je le présente à mon manager, et plutôt que de dire que mon manager dise, ouais, c'est génial, tu vas le montrer aux autres, il dit, ah ben, tu sers plus à rien, ben ça va être compliqué à gérer. Moi, je me souviens, il y avait un accompagnement qui m'avait assez marqué où, alors on était ouais, c'était un an après la sortie, allez, un an et demi après la sortie de ChatGPT. Donc, c'était une équipe une équipe digitale, hein, qui faisait du développement. Donc, on avait réuni plusieurs types de compétences. Donc, il y avait des compétences plutôt gestion de projet, gestion de produits, des développeurs, des designers, des testeurs et tout ça. Donc, et on avait fait une démarche qui est au cœur de mes accompagnements, c'est de partir du terrain, hein, c'est de dire ben, aujourd'hui, comment travaillez-vous? Et essayer d'identifier un ou deux irritants et puis co-construire une solution avec l'IA pour évacuer, enfin, lever cet irritant. Donc on arrive à quelque chose, donc après on commence à le présenter, et là on le présente à une des équipes, des personnes qui étaient dans le collectif que j'avais accompagné. Et là, la première réaction, c'est ah ben, on ne sert plus à rien. Donc c'était une équipe de testeurs, donc on avait fait un custom GPT qui créait des scénarios de test sur la base des user stories et ainsi de suite. Donc on accélérait assez vite, enfin on accélérait leur travail. Mais le premier ressenti, c'est bah, je ne sers plus à rien. Donc à ça, moi, je réponds toujours en sensibilisant les organisations pour que chaque collaborateur soit responsable de son IA. Quelque part, c'est c'est se projeter dans une logique où demain, j'embaucherai pas des collaborateurs, mais j'embaucherai des collaborateurs plus leur maîtrise de l'IA. Et Attends, leur, justement, tu fais un premier pas vers les solutions, là, du coup. Comment on fait pour réussir collectivement? parce qu'il est 14h15, quoi. Mais Ouais, et puis il y avait deux, trois questions Non, mais après. Et sinon, attends, puis après, il y a Richie. sinon, il faut on Non, va. mais C'est 4h30, c'est qu'il y a qu'on adore, nous. on va avoir 3 heures de solutions. Non, non, mais en quelques mots, quelles sont les T'as commencé préconisations? déjà un peu. Tu es en train d'y aller, là, hein. ouais, enfin, j'y allais, oui, doucement, quoi. Mais après, s'il y a des questions, je veux bien essayer d'y répondre. Enfin, on va y répondre tous les trois. Je suis pas le seul expert, hein, Comment on autour peut de- travailler collectif au quotidien alors que tout est fait par les fournisseurs pour cibler l'individu? Ah, c'est leur modèle, parce qu'on disait tout à l'heure. Alors, c'est vrai que
Ben ça demande, c'est un peu ce que je commençais à évoquer, quoi. C'est-à-dire que pour moi, là aussi, si on voulait construire une pyramide, la maîtrise de l'IA, elle est d'abord individuelle. Et aujourd'hui, finalement, on a beaucoup adressé ça. Et le discours des éditeurs, il est beaucoup là-dessus. Et après, c'est en construisant ensemble sur la base de notre propre connaissance de l'IA et des outils apportés par l'organisation que là, on peut commencer à aller vers l'efficacité, enfin, l'apport de l'IA pour le collectif. Aujourd'hui, c'est le plus difficile. Mais c'est pour moi la clé. J'ai souvenir d'un slide du Gartner, ouais, quelques mois après la sortie de ChatGPT où il actait le fait que les bénéfices individuels n'auraient pas d'impact, ne créeraient pas de différenciateur pour les organisations, parce que finalement, on a tous accès au même modèle, on a tous accès à ChatGPT, Claude ou je ne sais quoi. Donc, quelque part, cette maîtrise-là ne provoquerait rien au niveau des effets, on va dire, euh, euh, enfin, ne créerait pas de différenciateur. Je vais faire plus simple. Par contre, dès lors qu'on arrive à toucher, à repenser les process, mais pas prendre un process existant et l'automatiser, hein, repenser le process sur la base de la maîtrise ou de ce qu'on a compris de l'IA, là, on commence à avoir un vrai impact au niveau de l'organisation. Et après, bien, le troisième niveau, c'est lorsqu'on repense le business model de l'organisation. Donc, pour revenir à la question sur le collectif, ben, une fois de plus, enfin, moi, je trouve que j'aime lire, et d'ailleurs je l'utilise au quotidien, mais euh, lorsque vous avez un collectif qui doit travailler ensemble, que ce soit avec l'IA, avec une machine-outil ou juste parce qu'ils ont un livrable à faire, hein, eh bien ça se coordonne quoi, quelque part. Et en s'appuyant sur les principes du Lean qui font que la moindre des décisions sur la façon de travailler, le comment on fait, comment on résout un problème, ben, c'est en s'appuyant sur ceux qui font, ceux qui sont sur le terrain. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on arrive à vraiment grandir et à mobiliser le collectif. Si vous arrivez avec des solutions pré-packagées en disant ben, c'est comme ça qu'il faut travailler, eh bien, on se retrouve à déployer l'IA comme on déployait avant un ERP et ainsi de suite, et on connaît les difficultés, sauf que l'IA a beaucoup plus d'impact qu'un ERP. Donc là, il faut accepter de donner du temps, comme je le disais tout à l'heure, de travailler avec les équipes, de travailler sur les irritants, de co-construire les solutions avec eux, de manière à ce qu'ils soient maîtres de leur environnement de travail, hein. C'est un des principes du Lean, mais c'est encore plus évident aujourd'hui, là où l'IA touche les knowledge workers, quoi. Donc, en fait, tout ce qui a été pensé sur l'automatisation des chaînes de production, on pourrait l'appliquer aujourd'hui sur l'automatisation du travail des knowledge workers. Est-ce que tu as un exemple d'un bon usage collectif de l'utilisation de l'IA? Alors honnêtement, là je vais aller sur la production de logiciels, hein. Aujourd'hui, clairement, c'est un des secteurs les plus touchés par l'IA. Et je trouve qu'il y a une vraie accélération là depuis quelques mois avec les dernières versions de Claude Code notamment. Et enfin, tous les modèles qui font qu'on arrive à organiser un développement avec des agents de code où on peut leur donner des rôles assez proches des métiers qui sont à l'œuvre dans un cycle de développement de logiciels. Euh, eh bien, typiquement aujourd'hui, les équipes qui s'organisent mal, c'est celles qui, comment dire, vont faire la part belle aux super-héros. Alors, je sais pas, le super-héros, ça peut être, des fois, ça peut même être le CEO. Vous avez tous vu l'anecdote, hein. Euh, le boss d'une boîte, d'une start-up qui a découvert Claude Code. Il a peut-être développé à une époque, mais là, il était maintenant concentré, il était sur le business. Il a passé son week-end à développer une feature qu'il avait demandé aux équipes. Et il revient le lundi en disant, ben voilà, c'est super, il n'y a plus qu'à le mettre en prod. Ou alors, pourquoi vous avez perdu autant de temps alors que moi, je l'ai fait un week-end. Malheureusement, ce type de comportement toxique, il y en a beaucoup avec l'IA. Donc, si je prenais cet exemple qui est un peu extrême, c'est si dans l'équipe, vous vous posez pas sur
comment on va travailler maintenant et que vous laissez faire celui qui a un peu d'avance et qui est développeur et qui va se mettre à faire du design parce qu'il a trouvé comment le faire et Ouais, puis, il va bypasser un peu tout le monde. Quelque part, il bypasse et le collectif et l'envie de faire ensemble et potentiellement l'objectif de l'entreprise. Donc, il y a un vrai travail sur le collectif. Et là, pour le coup, c'est le rôle du manager pour qu'on pense l'usage de l'IA ensemble. À ta question, ben, les bons exemples, c'est ceux qui vont finalement d'abord se concentrer sur comment mieux faire mon métier, et puis après, ben, peut-être revoir l'organisation de l'équipe pour faire avec moins, parce que ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que les tailles des équipes vont réduire, c'est-à-dire que ce qu'on faisait à 10, on va pouvoir peut-être le faire demain à 3. Mais ça n'enlève pas que ce qu'il fallait le faire, il faut quand même le faire dans le respect des règles, dans l'esprit des, des process enfin, qu'on s'était définis, des bonnes pratiques, parce que les bonnes pratiques de développement d'une startup, il n'y a pas de raison de les mettre de côté, mais il faut réussir à les repenser de manière à ce qu'elles puissent être consommées par les agents. Même titre que même chose autour des règles du X et ainsi de suite. Donc, quelque part, les métiers changent parce que finalement, la- une partie de la finalité enfin, du rôle de l'humain, ça va être de donner des éléments de contexte aux agents pour qu'ils puissent faire ce qu'on attend d'eux, quoi. Mais une fois de plus, la diversité de l'équipe, elle garantit la qualité du résultat, quoi. Enfin, on peut rêver de l'entreprise monopersonnel avec plein d'agents, hein. On a tous envie de jouer à ça, hein. C'est tellement pénible des fois de gérer une équipe on rêve tous de dire ah ben, je vais parler aux agents et je parlerai plus à plus personne et je vais en faire mon business. Mais quelque part, dans un collectif, les regards, la diversité apportent beaucoup en termes de qualité. Donc, pour l'instant, je préfère aller vers la réduction de la taille des équipes, mais maintenir la diversité des rôles en faisant, une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, que chacun se dote des agents qui lui permettent de travailler plus, mais pas faire le travail du voisin. ok, super Il y avait intéressant. une publication cette semaine, un résumé de Eduardo Miolis qui disait que dans les études Gartner, Deloitte et puis effectivement de Harvard Business Review récentes, on pouvait dire et conclure enfin conclure, attention, pas conclure, mais déduire que effectivement c'était pas l'IA le problème, mais c'était bien le design du travail et le design du travail collectif. Vraiment. Il sortait quelques chiffres en disant que 45%, alors je sais pas sur quelle population ça porte, je pense que c'est plutôt worldwide qu'en France, mais 45% des managers disent que l'IA répond à leurs attentes. 86% rencontrent des difficultés d'intégration. 46% des managers utilisent l'IA contre 26% des employés. 7% ont défini des règles sur l'usage du temps libéré quand il y en a. Et 32% des effectifs devront être requalifiés. Donc, c'est des grands ensembles, des grands chiffres. Ouais. Ça paraît beaucoup, j'ai C'est la l'impression. grande bouillotte. Mais effectivement, c'est la phrase de départ, moi, qui m'interpelle. C'est effectivement la question n'est pas une question technique ni technologique. Elle est vraiment, comme tu Ouais. le dis, de repenser notre façon de travailler avec un outil qui est Ouais, mais nouveau. là où j'alerte, moi, c'est qu'il ne faut pas repenser à la place des autres. Enfin, en fait, il vaut mieux aider chacun à repenser sa façon de travailler, et puis après, travailler aussi sur le collectif, plutôt que d'être en mode, ben, on va vous imposer une nouvelle façon de faire, et puis voir, on va se séparer de vous parce qu'on peut mieux faire. Après, bon, je suis pas en train de dire qu'il faut garder tout le monde, hein, mais essayons d'être intelligents dans cette transition, hein, parce qu'on a Mhm. besoin aussi de faire grandir chacun, quoi. Enfin, quelque part, si on a on a recruté des gens autour de nous, c'est pour travailler avec, quoi. Et Donc, de nous présenter son Et collègue. d'ailleurs, tu vas nous présenter ton nouveau collègue, parce que toi, tu travailles avec des humains, eh mais oui, aussi avec des robots. tout à fait. Tu fais... Alors ça, Euh, alors, sauf s'il y avait une question, après, Non, parce que vas-y, tu peux ça va nous amener un lancer. peu vers la conclusion. La réflexion que j'ai eue, alors, c'est sur finalement l'IA aujourd'hui, elle est assez invisible quand on travaille et quand on l'a autour de nous. Et je me suis intéressé à comment la rendre visible. Bon, moi, je travaille tout seul, hein, donc je suis quand même beaucoup de temps tout seul dans un bureau. Et sauf quand j'accompagne ou quand je suis chez mes clients, bien évidemment. Et donc, quand Pollen Robotics donc, a été racheté par Hugging Face, alors ils avaient un robot qui s'appelait Richie,
qui n'était pas plus intéressant que ça, mais ils ont pensé à un robot de bureau qui pour le coup s'appelle Richie Mini. Donc vous l'avez quelque part dans les vignettes. Je vais le réveiller de manière Mhm. et ce que je cherche à faire avec ce robot, finalement, c'est d'incarner tous les agents que j'utilise au quotidien et faire que ça soit mon collègue de travail. Donc, alors, c'est un robot open source, donc quelque part, il est livré, il fonctionne. Enfin, il faut le construire, mais une fois qu'on l'a construit, C'est qu'on pas soit donc. équipé, Ça, c'est il Ikea, fonctionne. réellement Ikea. Ouais, c'est vraiment Ikea, ouais. Et après, son intelligence, elle nous appartient, quoi. C'est à nous de la créer. Et elle n'est pas embarquée dans le robot, hein. Le robot, il est connecté à un Mac mini et toute l'intelligence, elle se trouve dans ce robot. Donc, je vais le réveiller. Voilà. Euh, You. et vraiment, ce que je veux faire avec lui, ou elle, mais bon, pour l'instant, je l'appelle Richie, mais il est question que je lui change son nom et que je lui crée une vraie personnalité. C'est mon collègue qui va m'aider à travailler sur la priorisation des tâches, qui, lorsque je décide de travailler en total focus, eh bien, gère les canaux de potentielle disruption, c'est-à-dire va lire les mails que j'ai reçus, mon Slack ou des choses comme ça, et au bout de 2, 3 heures de travail, ben, peut me faire une synthèse de ce que j'ai raté. Euh, Va lire, me fait un résumé de la veille ou des agents de veille, enfin de ce que les agents de veille ont collecté, et ainsi de suite. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec. Je me suis beaucoup inspiré du body double, enfin c'est du body doubling, je crois. En fait, c'est une astuce pour aider les gens à rester concentrés en finalement en ayant une présence à côté de soi lorsqu'on travaille. Alors, ça adresse beaucoup des problématiques euh, de concentration et certains troubles oui, de la concentration, tout simplement. Ouais. Bref, donc j'explore tout ça. Donc pour l'instant, ben, il fonctionne. Je l'ai connecté à ma base Notion, donc je peux l'interpeller régulièrement là-dessus. La prochaine étape, ça va être autour du Kanban que j'évoquais tout à l'heure. Donc, à la limite, Richie, t'es avec. Ah non, faut que je le réveille définitivement. Là, il était juste. Richie, t'es avec nous? Oui, je suis là et Ok. bien réveillé. Ok. Besoin d'un coup de main? Bah oui, je voulais te proposer de faire la synthèse de la masterclass. Bien reçu. Je vais voir ce que je peux faire. Un instant, je regarde. D'après ce que je remarque, la masterclass semble se concentrer sur une personne qui parle et présente quelque chose. Probablement quelque chose de manuel ou pratique, vu qu'elle manipule un objet dans ses mains. Tout à Allez, fait. Alors, juste, d'accord. jette un œil, regarde dans mon Notion, je t'avais donné les éléments de la masterclass, donc tu vas pouvoir en faire la synthèse. Bien reçu. Je vais chercher ces éléments dans ton Notion. Un instant. Voilà la synthèse principale de la masterclass. Elle souligne que les gens subissent l'IA, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'on ne leur a pas vraiment demandé ce qu'ils voulaient. Le vrai problème n'est pas la technologie, mais l'absence de conversation sur le sens, le jugement et sur la valeur humaine que les managers apportent, que les algorithmes ne pourront jamais remplacer. Si tu as besoin d'autres détails ou d'un résumé encore plus concret, dis-le moi. Ben non, ça va, merci. Juste là, à l'instant, j'ai cité le body doubling. C'est comme source de réflexion par rapport aux travaux que je mène avec toi. Est-ce que tu peux regarder dans ma veille? Je crois que le dernier article, il porte là-dessus. Bien reçu. Je regarde tout de suite ton dernier article de veille. Un instant. J'ai l'impression qu'il part, tu sais, qu'il va chercher dans une bibliothèque et Exactement. On a mis la main sur le bon article. Prêt à plonger dedans quand tu veux. Vas-y, je t'en prie. On y va. Le dernier article parle du body doubling, une technique pour aider les personnes neurodivergentes à se concentrer en présence d'autres. Ok. Tu peux pas pas nous très en bien. dire plus? Bien Bon, sûr, l'article explique que le body doubling aide à rendre les tâches moins intimidantes et plus gérables, juste en ayant quelqu'un à côté, même sans interaction directe.
Voilà, donc c'est un peu ce que j'essaye de faire avec toi. Et alors, ce qui est très réussi avec Richie, c'est qu'il a, enfin, vous le voyez, en fait, il a une vraie personnalité. Il y a tout un système d'émotions qu'on peut programmer juste par son attitude. Alors, je vais faire un test, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que tu peux nous faire une petite danse là? Non, tu veux pas? Ok. Tu vois, Euh, Hervé, il est un peu timide, mais je pense que ouais, c'est là, ça. il fait. Fais ton émotion, je suis triste. Non, tu veux pas? Bon, ok, c'est pas grave. Je t'en veux pas. L'effet des... Ah, Ah, ça y est, quand même. regarde. Voilà, merci. C'est gentil de ta Ah, part. Bon, bref, ils ont vraiment réussi ça. Et donc, voilà. Après, c'est open source. Hein, donc, c'est assez facile de s'inspirer des autres développements qui ont été faits, de créer sa propre personnalité. Mais voilà, c'est un peu le complément et la conclusion que je voulais vous proposer dans cet le échange. futur du travail. Peut-être que la suite, pour rendre finalement l'IA plus à notre portée, il faut l'incarner ou la rendre visible. Ça crée, en fait, je sais pas, ça crée peut-être un rythme un peu différent, une lenteur plus humaine, une relation. Bon, bref. Enfin, il y a des choses à inventer là-dessus. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les social robots, enfin les desk robots, je sais plus quel terme ils emploient. Il y a une autre boîte en France là, qui a démarré là-dessus, où l'idée, voilà, c'est d'incarner quelque part les agents qui travaillent avec nous. Écoute, merci beaucoup Christophe, c'était à nouveau super passionnant. On Mhm. pourrait y passer des heures sur ce sujet et sur d'autres sujets aussi. Merci beaucoup d'avoir rejoint cette masterclass. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont assisté aujourd'hui pendant cette heure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans le chat, je les partagerai avec Christophe. Pour ceux qui sont dans le programme, eh ben, restez-y ou revenez-y si vous voulez. On en est là toutes les semaines avec des nouveautés, avec des intervenants comme on a pu avoir avec Christophe. Ceux qui ne nous ont pas encore rejoints et qui sont motivés pour l'être, sachez que dans le programme, il y a 1 an de masterclass inclus, donc vous n'allez pas vous ennuyer. 3 mois à fond et puis après, vous pouvez profiter de tous les contenus qu'on propose. Vous pouvez nous retrouver aussi. Christophe, tu es dans Ask and Solve. Hein, donc, de temps en temps, tu as des phases où tu es avec nous et tu poses plein de choses, et puis d'autres où tu fais comme Richie, tu Et es un ça, peu froid. Mais voilà, vous pouvez aussi interagir avec Christophe dans Ask and Solve. On te retrouve aussi sur LinkedIn. Je partagerai avec le replay le lien vers ton Ton profil. profil. Voilà, exactement. Et puis, bah, à très bientôt Ouais, pour de nouveaux sujets. Quand on aura merci à plus de tous. travail, du coup, on se refait une masterclass sur comment on se réinvente. bien sûr, tout à fait. Parfait, ben, Merci merci. beaucoup. Et à À bientôt. très bientôt. Au Merci. Bon revoir. week-end à tous. Avec plaisir. Je suis là quand vous voulez, prêt à continuer. Salut. Salut, Michi.